Chers amis du cercle, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et d'écouter mon propos d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui n'ont pas la chance ou la malchance de me connaître, je vais me présenter dans un premier temps et ensuite nous parlerons musique. Je me nomme Théophile Devars, ce qui est un nom d'emprunt. Je suis pianiste accompagnateur dans un conservatoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pianiste accompagnateur, c'est relativement simple à décrire. Je suis le pianiste qui va jouer avec vos enfants quand vous les inscrivez au conservatoire. Vos enfants violonistes, clarinettistes, saxophonistes, contrebassistes, tous les instruments de l'orchestre. Je suis appelé à jouer avec tous ces instruments dans le cadre de leur scolarité, car leur répertoire a été écrit comme ça pour hautbois et piano, pour violon et piano, etc. etc. Et j'accompagne donc vos enfants, les élèves du conservatoire, jusqu'à leur examen, jusqu'à leur concert, leur petite audition, pour leur travail du quotidien. Voilà. Je complète le professeur d'instrument, c'est mon métier. Cette vidéo va être une vidéo de présentation succincte. Évidemment, on ne peut que présenter succinctement les choses dont nous allons parler. Et nous allons parler de 4 courants musicaux importants dans l'histoire de la musique occidentale, qui sont les courants baroques, le courant baroque, musique classique viennoise, romantique et la musique française à partir de 1870. Ceux qui ont la curiosité de suivre l'actualité du cercle depuis quelques semaines se diront qu'ils ont déjà entendu pareille vidéo précédemment. C'est exactement la même que vous allez entendre. Mais j'ai pris la décision de réenregistrer cette présentation car dans vos commentaires sont apparus beaucoup de reproches liés à la qualité sonore des audios, des exemples audio que je mettais à votre disposition. Et ces reproches étaient parfaitement fondés et légitimes. J'ai moi-même réécouté cette vidéo et de fait, c'est inaudible la plupart du temps. Ce n'est pas acceptable. Donc veuillez nous en excuser. Et donc on va rattraper le coche cette fois-ci avec de meilleurs extraits. Cette vidéo n'est pas en direct, contrairement à l'autre qui était un direct Twitch. Là, cette fois-ci, c'est de l'enregistrement, mais par contre, je peux prendre le temps de mettre la bonne qualité audio qui fait que vous pourrez apprécier mes exemples de la meilleure des façons possibles. Je vais profiter du fait que je refais une vidéo pour clarifier certains points. En effet, certaines choses ont été dites en commentaire et je pense que la plupart d'entre elles sont liées à une incompréhension entre nous quant à l'objectif que je me fixe avec vous dans le cadre de mon travail au Cercle Aristote. Deux choses. Premièrement, à qui est-ce que je parle à travers ces vidéos ? On m'a reproché de rester trop en surface et de ne pas aller assez loin dans les domaines que j'abordais. Je pars du principe, j'ai le droit de me tromper, et sans doute que je me trompe avec certains d'entre vous, mais je pars du principe que vous devez approfondir vos connaissances musicales. Voilà. C'est un constat que je fais au quotidien de la part de gens qui, me semble-t-il, dans une tranche de la population qui, il y a quelques années, écoutaient de la musique et qui, maintenant, à l'heure où on parle, n'en écoutent plus. Ou du moins en écoute sans savoir ce qu'elle écoute. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai des élèves, petits ou grands, qui, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils écoutent, me répondent dans un premier temps tout. Alors, évidemment, j'ai compris le truc, donc je rembraye par derrière et je leur dis c'est quoi tout. Et la plupart du temps, la réponse qui arrive, c'est ah, je sais pas, je mets une playlist sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify ou sur ce que vous voulez, et j'écoute en faisant mes devoirs ou en faisant autre chose. Cette façon de procéder n'est évidemment pas acceptable devant une telle matière ayant une telle consistance. Il nous faut approfondir notre sujet. Il faut approfondir le sujet, c'est important. La musique mérite d'être connue. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant à travers mon sujet. Quelques présentations succinctes, mais j'espère que ces présentations vous permettront d'approfondir de par vous-même le sujet évoqué. J'espère vous donner des pistes pour mieux comprendre ce que vous écoutez pour que vous puissiez poser un autre sens.
Et cela fonctionne dans mon enseignement du quotidien. Vous ne pouvez pas savoir aussi le nombre de fois où, en disant simplement un mot, une expression, juste une simple idée à un élève, ça change ça peut changer parfois radicalement son jeu et c'est très profitable. Donc j'espère que vous en profiterez à travers les quelques mots que je vous glisserai sur mon sujet et sur les sujets que je vais aborder au Cercle Aristote. J'espère que vous approfondirez un peu plus votre rapport avec la musique. Je ne peux bien entendu pas vous faire de cours magistraux sur les sujets que je vais aborder, donc on se contentera juste à une petite présentation, à vous ensuite d'approfondir le sujet. Je ne peux vous faire que la courte échelle à ce sujet, c'est à vous de faire le pas suivant. Donc pas d'équivoque entre nous pour nos relations à venir. Je ne ferai que de la vulgarisation, au sens, je l'espère, le plus noble du terme. Ça, je vous en laisse parfaitement juge. Et pour les auditeurs qui connaissent déjà la musique, qui connaissent déjà les thématiques que je vais aborder, eh bien, soit vous redécouvrirez ou vous découvrirez peut-être un peu différemment les choses, soit vous connaissez déjà tout ce que je raconte, et ben dans ce cas-là, arrêtez et écoutez autre chose, il n'y a pas de problème. Deuxième reproche, pourquoi est-ce que je ne parle pas de Moyen-Âge et de polyphonie de la Renaissance? Alors, vous n'avez pas tort, dans l'absolu, ce sont des périodes qui sont importantes dans l'histoire de la musique et c'est là où se forge notre langage musical que nous parlons encore aujourd'hui. Donc ça, de ce point de vue-là, vous avez raison. Je n'en parle pas pour deux choses. Premièrement, parce que je dois être succinct et que déjà, je sais que je vais être long pour présenter 4 courants musicaux. Alors, si j'en présente encore 2 autres, je ne vais pas finir, je me connais. D'une et de deux, l'histoire de la musique fait que, en ce moment, on apprend beaucoup le répertoire à partir de l'époque baroque. Donc, ma base de travail du quotidien, là où je me sens à l'aise à fonctionner, c'est baroque, classique, romantique, musique française et musique contemporaine. Ce qui se passe avant demande des compétences que je n'ai pas. Donc, je ne m'aventurerai pas à faire de la vulgarisation avec quelque chose que je ne connais pas. J'ai peur de dire trop de bêtises. Alors déjà que j'en dis suffisamment comme ça, je vais essayer de me contenir un petit peu. Et enfin, dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, mon objectif général. Pourquoi est-ce que j'ai intégré l'équipe du Cercle Aristote, que je ne remercierai jamais assez? Donc encore une fois, merci à Pierre-Yves et à toutes ses équipes. Mon objectif que j'aimerais partager avec vous, c'est de découvrir ensemble notre répertoire national de 1870 jusqu'à nos jours. On verra ensemble pourquoi cette date de 1870, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a enclenché chez nos compositeurs, dans les compositions qui vont arriver. Prenez cette vidéo de présentation comme une mise en bouche, une mise en appétit de ce qui va arriver plus tard. Je prépare un peu le terrain pour ensuite labourer et rentrer dans ces thématiques-là. Voilà. Attaquons maintenant sans plus de préambule. Donc j'ai dit que j'allais commencer par la musique baroque, je vais naturellement me contredire et commencer par la musique du Moyen-Âge. Ou du moins, je vais juste vous donner une petite citation qui, je pense, va vous intéresser. Cette citation a été prise dans l'histoire musicale du Moyen-Âge, écrite par Jacques Chaillet, un nom dans l'histoire de la musique qui est assez costaud, assez solide. Et voici la conclusion de son essai sur l'histoire musicale du Moyen-Âge. Je cite : « Nous serions d'autant plus coupables de méconnaître cette vérité que durant 5 siècles, comprenez tout le Moyen-Âge, où se forgea peu à peu la langue musicale que nous parlons encore, un pays se maintint sans cesse à l'avant-garde et ne cessa d'être salué par l'Europe entière comme son maître incontesté, et ce pays, c'est le nôtre, la France. La musique des temps modernes est, comme l'art des cathédrales, l'opus francigenum que saluait au XIIIe siècle un auteur allemand. » Ça, c'est pour le Moyen-Âge. C'est une vérité qu'on a tendance à méconnaître. Moi, le premier, je ne le savais pas avant de lire ce livre. C'est toujours bon à savoir. Maintenant, commençons. Musique baroque. Comme fil conducteur de cette présentation, je vais me servir de 3 ou 4 mots ou expressions pour qualifier chaque période, et ces mots vont me servir d'entrée pour vous faire écouter de la musique ou pour vous faire explorer un aspect de ce courant musical.
Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un travail exhaustif. Ce sont, encore une fois, des invitations à approfondir de par vous-même. Pour la musique baroque, nous commençons à peu près vers 1550, vers l'époque du Concile de Trente, et nous terminons cette époque traditionnellement à la mort de Bach en 1750. Nous parlons de 200 ans de musique, à peu près. Premier mot pour qualifier la musique baroque, ça va être le mot discours. La musique est un discours qui raconte, qui narre quelque chose, mais sans les mots, juste avec la musique, ou avec des mots, mais là, les mots complètent la musique. Et ce discours, il est possible de le faire entendre, mais avec plusieurs voix qui dialoguent entre elles. C'est l'héritage des longues pratiques polyphoniques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les pratiques de la polyphonie. Poly, plusieurs, phonie, voix. Donc plusieurs voix qui dialoguent entre elles dans un même morceau. Et la façon d'écrire la musique, le morceau par excellence qui synthétise cette pratique ancestrale de polyphonie à l'époque baroque sera la fugue. La fugue, c'est un discours où plusieurs voix se mêlent entre elles, elles interagissent entre elles selon des règles bien précises liées à l'harmonie. L'harmonie, c'est le moment où les sons se rencontrent en même temps. Et donc, ils créent consonance, dissonance, ce genre de choses-là. La fugue est un équilibre entre écriture horizontale, donc les voix qui évoluent entre elles de façon indépendante, et verticale, le moment où les voix se rencontrent. Et donc pour ce faire, nous allons écouter une fugue de Jean-Sébastien Bach pour que vous réalisiez ces aspects de la musique. Oui, je sais, c'est Bach, c'est du Bach joué au piano. Hérésie auprès des baroqueux conservateurs classiques, enfin ce que vous voulez. Je m'en fous. En plus, c'est Andreas Schiff qui joue au piano. Je pense que Andreas Schiff qui joue Bach, c'est quand même assez convenable pour faire découvrir le bonhomme. On va toujours rester dans le mot discours et avancer un peu. La musique est un discours qui doit être intelligible, de plus en plus compréhensible pour le commun des mortels. Et on va commencer à aimer les choses de plus en plus claires pendant l'époque qui nous intéresse en ce moment. Les règles qui sont liées à l'harmonie vont devenir de plus en plus prépondérantes par rapport aux règles de la polyphonie. L'équilibre dont j'ai parlé va de plus en plus tendre vers les règles de l'harmonie au point que Rameau, qui est au XVIIIe siècle, dira c'est l'harmonie qui nous guide. Rameau arrive à la fin d'un long processus pendant lequel l'harmonie a pris le dessus vis-à-vis du contrepoint de la polyphonie. La voix principale va être de plus en plus intéressante pour les compositeurs et c'est celle qui sera mise en valeur. On va parler de voix suprême, vox supremus ou voix soprano. Et les autres voix de la musique vont de plus en plus accompagner cette voix principale. Je parle de voix, je pourrais aussi parler d'instruments qui accompagnent la voix. Et là, vous me voyez venir, le style de musique qui arrive justement pendant la période baroque et qui a pour principe le fait que une ou plusieurs voix accompagnent une voix principale, ou un ou plusieurs instruments accompagnent une voix principale, c'est l'opéra. Opéra qu'on date de vers 1600, grosso modo, et c'est le summum, la quintessence, on pourrait dire, de l'époque baroque. On écoute pour ceci un extrait d'un air d'opéra de Handel, Piangero la sorte mia.
Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais malgré ce que je viens de dire, et c'est un petit peu pour nuancer, il y a un petit peu de dialogue qui existe entre la voix de soprano et la voix entre les violons dans ce que vous venez d'entendre. Donc il y a toujours un petit peu de contrepoint de dialogue entre les voix qui subsistent, mais on sent bien que l'intérêt est vraiment porté spécifiquement sur la voix et sur ce qu'elle raconte, sur ce qu'elle évoque avec la musique et aussi avec le texte, puisque c'est de l'opéra. Deuxième mot après le mot discours, pour qualifier, pour essayer de comprendre un peu mieux notre époque baroque. Et ce mot, ça va être Dieu. À cette époque, on chante et on joue pour la gloire de Dieu, qu'il soit catholique ou protestant, pour ce qui relève de la magnificence de Dieu. On cherche à peindre à tout prix cette gloire. Cette divine gloire, il faut bien entendu l'entendre ainsi. Ça va prendre la forme, ce culte pour Dieu, de différentes pièces pour les fêtes, des cantates ou pour les cantates et les passions de Bach pour les fêtes protestantes, des pièces qu'on va appeler oratorios qui vont apparaître à peu près vers 1640. Oratorio comprenait l'opéra, mais l'opéra ayant pour sujet les thèmes religieux et ne comportant pas de mise en scène, contrairement à l'opéra. Ou bien entendu, vous avez tout simplement des pièces catholiques, des messes, les leçons de ténèbres, et j'en passe et des meilleurs. Et on va écouter, pour illustrer cette gloire de Dieu, la pièce qui, me semble-t-il, dans le baroque français, l'illustre à merveille, le Te Deum de Charpentier. C'est la grande classe, on a l'impression que Louis XIV va rentrer dans la pièce. Donc, pièce composée à la gloire de Dieu ou à la gloire de Louis XIV, c'est vrai qu'il peut y avoir ambiguïté. Mais bon, continuons. On l'entend un petit peu dans ce Te Deum, le dernier mot dont on va parler pour qualifier la musique baroque transpire un petit peu des pièces, même des pièces qui parlent de la liturgie, et ce mot, c'est la danse. On aime danser à cette époque et cela se sent dans la musique, qu'elle soit faite pour la danse ou non. Ça prendra différentes formes. On va écrire des ballets spécifiquement pour la danse. On va inclure des danses dans d'autres pièces, notamment dans l'opéra en France, ce qui va donner la tragédie lyrique. Et en musique instrumentale pure, cela va prendre une forme particulière qu'on va d'abord appeler la sonata da camera et qui va devenir plus tard, après usage, ce qu'on appelle la suite. La suite est un regroupement de danses faites par un ou plusieurs instruments et qui sont des danses de l'époque baroque. Lorsque la forme va se standardiser, elle va
se construire autour de 4 danses: allemande, courante, sarabande et gigue. Et nous allons tout de suite entendre une allemande de Couperin au clavecin. Pas de doute possible, c'est élégant, c'est raffiné, c'est sublime, c'est français, voyons. Et non, bon, blague à part. Le geste d'écrire de la musique pour danser, c'est exactement le même que Chopin va prendre un ou 2 siècles après, non, un siècle pour être précis, quand il va écrire une valse ou une mazurka. C'est exactement ce même geste d'accompagner la danse. Changeons d'époque maintenant et nous allons passer à Vienne, à l'époque du classicisme viennois. On commence cette époque comme on a fini l'époque baroque avec la mort de Bach en 1750 et on la termine traditionnellement à la mort de Haydn en 1807 et non pas 1820 comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mea culpa. Premier mot pour caractériser notre nouveau style de musique. Alors, nouveau style, on s'entend, ce n'est pas en 1749 tout le monde faisait du baroque, et en 1750 tout le monde s'est mis à faire du classique. Bien entendu, on est dans des évolutions longues et subtiles, bien entendu. On parle ainsi pour se comprendre. Donc, premier mot pour clarifier notre nouveau style. Donc, ce mot sera le mot galant. La simplification du langage continue et se poursuit de nouveaux objectifs. La musique est un discours et le côté intellectuel qui pouvait se dégager des formes anciennes, notamment de la fugue et des différents traitements polyphoniques, sera de moins en moins attrayant pour le public. On va continuer la dynamique d'être sensible à la voix suprême et à l'accompagnement des voix. Et notre public sera de plus en plus sensible aux choses simplement agréables aux oreilles, à une belle voix qui circule dans l'air, simplement accompagnée, et ça suffit pour le plaisir de nos oreilles. On aimera les phrases équilibrées, une écriture claire, une musique qui plaît, donc une musique galante. On écoute pour ce faire une sonate de Bach, non pas de Jean-Sébastien, mais de Carl Philipp, un des nombreux enfants de Bach qui a composé, et un de ses fils les plus connus, que l'histoire de la musique a plus retenu. Et vous serez sensible à l'écriture et à la façon dont c'est écrit, et de se dire qu'il y a au final une génération entre Bach qui écrit à la mode ancienne et son fils qui écrit dans l'air du temps. Et on peut imaginer les discussions qu'il devait y avoir à la maison entre les deux, ça devait être pour le moins passionnant. Deuxième mot, ou plutôt expression, c'est une expression allemande, parce que qu'on le veuille ou pas, ça se passe en Allemagne, du moins en Allemagne, dans le monde germanique plutôt. L'expression Sturm und Drang, que nous devons à Goethe, tempête et passion. Le compositeur apparaît comme étant un individu de plus en plus identifiable, et
il va se servir de la musique pour dépeindre ses propres émotions. Évidemment, Tempêtes et Passions, ça suggère des émotions passionnées, des émotions extrêmement contrastantes entre elles. Et le public se retrouve à travers cet individu qui prend de l'importance, et il se découvre à travers lui, à travers ce prisme d'émotions, il se reconnaît dans les œuvres du compositeur. Donc le contraste est donc fort, les harmonies sont de plus en plus tourmentées, toujours dans le but de dépeindre l'être intérieur du compositeur, qui est tourmenté par ses passions amoureuses, par le rapport à Dieu, par le rapport à la vie, etc., etc. Un instrument va commencer à prendre de l'importance spécifiquement à l'époque viennoise, du classicisme viennois. Pourquoi ? Parce que c'est l'instrument qui va être capable de faire des nuances très rapidement. Dans le registre du clavier, c'est quelque chose qui n'existait pas encore à cette époque-là. Et comme il va faire des nuances très rapidement, il va marquer les compositeurs et donc ils vont s'en servir et composer de plus en plus sur cet instrument. Il fait des nuances douces et fortes très rapidement. En italien, il passe de la nuance piano à la nuance forte rapidement donc. Donc on l'appelle le piano forte et l'histoire va simplement garder la première partie du mot et donc va l'appeler le piano. On écoute pour se faire une pièce Sturm und Drang au piano, la fantaisie en ut de Mozart. Un dernier mot pour qualifier notre époque classique viennoise, et ce mot sera le mot construction. Construction à différents niveaux. Déjà, construction, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure à propos de la phrase musicale. On aime les choses qui sont bien faites, bien ordonnées, bien à leur place, donc on parle de phrases plutôt bien construites. Le premier point. Deuxième point, une synthèse va s'opérer entre le style galant et le style Sturm und Drang dont nous avons parlé précédemment. Et cette synthèse-là qui va s'opérer
à cette époque-là, dans le cadre de la musique classique viennoise, va servir de base de travail sur laquelle les compositeurs d'après, et encore jusqu'à maintenant pour certains d'entre eux, vont construire leur propre musique. Ça va être vraiment la base à partir de laquelle les compositeurs travaillent. Troisième niveau de construction, ce qu'on va appeler la construction du répertoire. C'est à partir de cette époque-là, de notre époque classique, que le répertoire, tel qu'on l'entend aujourd'hui, se standardise, se fige, si je puis dire, même si ce n'est pas tout à fait exact et que ça va évoluer entre-temps. Des formes telles que la sonate pour instrument seul, pour piano par exemple, la sonate pour piano-violon, le trio, le quatuor à cordes, la symphonie, j'en passe des meilleurs, vont se standardiser et vont servir de base de travail pour édifier, pour construire un répertoire qui accourt jusqu'à de nos jours. On écoute pour illustrer ce propos le début de la première symphonie de Beethoven qui date de 1799. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'à l'audition de ce style de musique classique viennois, on a vraiment une impression d'ordonnancement des choses. Tout est bien à sa place, tout est bien ordonné, calé, construit en suivant des règles de proportion très précises. C'est pour abonder dans la suite de la construction. Et maintenant, chers amis, voyageons dans le temps, sautons juste une vingtaine d'années tout de suite. C'est extrêmement troublant de se dire la chose suivante. Avant ce morceau-là, vous avez entendu la première symphonie de Beethoven qui datait, comme je vous l'ai dit, de 1799-1800, par là. Là, vous venez d'entendre, évidemment vous l'avez reconnu, le quatrième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven qui, lui, a été écrit ce mouvement en 1824, soit 25 ans. 25 ans dans l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est? Oui, on chemine, on avance, quoi. Mais là, on a l'impression que ce n'est pas le même homme qui a écrit la musique. Et pourtant, c'est bien lui, c'est bien Beethoven. C'est bien Beethoven qui a cheminé, qui a évolué, qui a tellement approfondi son style que les compositeurs vont percevoir un éclatement de la forme avec un grand F cette fois-ci. Et tout va être différent après Beethoven. C'est pour ça qu'on va rentrer dans une nouvelle génération qu'on va appeler cette fois-ci génération romantique et qui commence, c'est toujours pour
essentialiser les choses et pour aller à l'essentiel, qui commence à la mort du dit Beethoven en 1827 et qui va aller, pour qu'on se comprenne, qui va aller jusqu'à la mort de Strauss dans les années 50 du XXe siècle. Alors, on a l'impression que tout a changé en l'espace d'une ou deux générations. Et pour ce faire, nos nouveaux mots pour essayer de mieux palper ces changements. Le premier mot qui a retenu mon attention pour vous présenter le romantisme, c'est le mot individu. On l'a esquissé dans le baroque et dans le classicisme, mais là, cette fois-ci, ça prend de nouvelles proportions. La vérité avec un grand V se trouve dans l'individu avec un grand I. Et dans l'individu qui nous concerne, l'individu musicien. Et donc la musique sert à notre individu musicien pour aller directement vers son véritable être intérieur. Ça va être toute la littérature de Schopenhauer et la deuxième école de Vienne, pour ceux qui connaissent, et je renvoie à ma précédente vidéo dans le cercle Aristote, Schoenberg, Berg et Webern vont continuer à aller dans cette veine-là pour la musique expressionniste et sérielle. On est dans la suite du classicisme et il fallait que ce soit un classique qui nous emmène dans cette nouvelle génération. Et ce classique, c'est bien entendu Beethoven. Comme je vous l'ai dit, Beethoven sera donc celui qui va clore le classicisme, ouvrir le romantisme, et ce sera l'idole de toutes les générations qui vont arriver juste après. C'est celui qui sera allé le plus loin dans la découverte de son propre être musical intérieur. Et il sera perçu comme tel. Wagner va écrire tout un essai vers 1830-1840, si je ne me trompe pas, pour décrire ce que Beethoven pouvait avoir dans son esprit lorsqu'il composait. Wagner va parler à propos de Beethoven de saint sourd. Pourquoi ? Parce que Beethoven, comme vous le savez, était sourd, il est devenu sourd pendant sa vie. Et justement, cette sourdité le coupait du monde. Donc, il ne pouvait que se recentrer sur son propre être intérieur. C'est du moins comme ça que ce sera perçu pendant cette époque romantique. On peut parler d'individualisme dans le sens aussi où les compositeurs, nos musiciens, vont tenter de plus en plus d'être indépendants matériellement parlant. Je dis bien, ils vont tenter. Ils vont essayer de générer eux-mêmes leurs propres revenus. Donc, l'individu s'exalte aussi à ce niveau-là. On continue dans la veine Sturm und Drang, dans l'expression des sentiments intérieurs du musicien. C'est parfaitement logique avec ce que je viens de vous dire. Et le sentiment principal qui figurera dans beaucoup de compositions sera l'amour, bien entendu. Les langages musicaux deviennent de plus en plus personnels. Les musiques deviennent extrêmement expressives, de plus en plus à fleur de peau. Et on n'hésitera pas à tomber dans le côté héroïque de la prestation musicale, le côté virtuose, même si j'embraye un petit peu sur le deuxième mot que je vais mentionner. Là, on va juste se concentrer sur l'individualité qui montre ce qu'il est sur scène, devant le public, que ce soit dans sa composition ou dans son jeu musical. Et là, quand on parle d'individu tape à l'œil qui montre ce qu'il est musicalement jusqu'à l'excès, un nom vient assez rapidement à l'esprit, et ce nom, c'est le nom de Franz Liszt. Reconnaissons que dans la catégorie « Bonjour, je suis pianiste, je sais jouer très vite et très fort, beaucoup de notes et je vais vous en foutre plein la vue », Liszt n'est
pas le dernier, et ça marche plutôt bien, ça fait son petit effet. On est dans l'époque, et c'est le deuxième mot que je vais employer, j'ai un petit peu empiété dans le mot individu, c'est le deuxième mot, c'est le mot virtuosité. On est en plein dans le tape à l'œil, de je vais en mettre plein la vue, je vais impressionner l'auditoire pour essayer derrière de me prendre la petite paysanne au troisième rang. Par ses compétences techniques, par sa musicalité, par tous ses attributs musicaux, le musicien en met plein la vue, se montre sur scène, moi je, et moi je. Évidemment, ça existait avant. À l'époque baroque, on pouvait retrouver notamment ça chez les castrats, mais là, ça va être exacerbé, ça va prendre une toute autre dimension. Et ça va prendre notamment une dimension avec le fameux Liszt qui va inventer le récital tel qu'on peut le concevoir, qu'on peut encore en voir de nos jours. Un récital piano solo, c'est Liszt qui l'a inventé. Et ça va être exacerbé notamment à travers une personnalité. Une personnalité va retenir l'attention du monde musical du début du 19e siècle. Et cette personnalité va être cette fois-ci un violoniste qui s'appelait Paganini. Il va fasciner l'Europe entière par son jeu justement de virtuosité, son jeu qui en a impressionné plus d'un. On dira de Paganini que les cordes de son violon étaient fabriquées avec les boyaux de ses conquêtes amoureuses. Légende romantique, vraiment typique, on est en plein dans l'époque. On écoute tout de suite un caprice de Paganini. Etc., etc. Ce n'est que ça pendant tout le morceau. Ça en est presque indécent de facilité et de virtuosité. On peut même se demander, à juste titre, si la virtuosité n'est pas sacrifiée au prix de la musicalité. En lisant une biographie de Liszt, j'étais tombé sur une citation d'une marquise. Alors je ne saurais pas vous redonner le nom de la dame, mais elle faisait une remarque qui m'a fait mourir de rire, mais qui au final n'est pas dénouée de bon sens, et qui dit à propos de Paganini, « J'aime bien Paganini, mais je préfère la musique ». Voilà, c'est pour vous dire quand même jusqu'à quel point on peut pousser nos réflexions. Alors, Paganini va introduire deux choses. Il va introduire une thématique qui est la thématique du violoniste endiablé, du violoniste presque possédé par le diable, qui a forcément recours à des moyens surnaturels pour arriver à ses fins. Je vous dis ça parce que si par exemple vous écoutez la danse macabre de Saint-Saëns, vous avez les 12 coups de minuit qui sont frappés à la harpe, et ensuite qu'est-ce qui donne le top départ de la danse macabre, donc danse mortuaire? Un violon. Évidemment, ce n'est pas par hasard, ça renvoie à Paganini, bien sûr. Paganini va lancer également une génération de compositeurs qu'on appelle la génération 1810, qui va être fascinée par la virtuosité de ce compositeur. Et parmi ces trois compositeurs, notamment dits de la génération 1810, qui sont tous nés donc en 1810, vous avez Chopin, Schumann et Liszt. Liszt, on l'a vu, on a vu à quel point il peut s'inspirer du côté exubérant de Paganini. Schumann va essayer de faire pareil, mais comme lui, il va y laisser un doigt en route, ce qui est vraiment une expression juste. Il va ensuite s'orienter sur autre chose. Et Chopin, lui, va être sensible à ça, mais comme il a déjà un monde intérieur qui est très particulier, il va servir de cette virtuosité, mais pour raconter toute autre chose. Dernier mot pour qualifier notre époque romantique, notre 19e siècle romantique, et ce sera
le nom d'un pays qui n'est pas encore construit, qui est en gestation, si je puis dire, durant tout le 19e siècle, qui va aboutir en 1870. Vous me voyez venir, ce pays, c'est l'Allemagne. Car ça se passe, la musique en Allemagne, durant le 19e siècle. On peut le regretter, on peut trouver ça super, n'empêche que c'est comme ça. Le pays, donc, comme je vous l'ai dit, est en gestation. Ça va aboutir au Deuxième Reich de 1870, date si funeste pour notre histoire. Et en amont de cette date-là, ce pays va chercher son identité, et un vecteur plutôt important de cette recherche va être la musique. D'où la vivacité créatrice qu'on peut trouver à cette époque-là en terre germanique. Le culte lié à Beethoven va être évidemment présent. Vous en avez un autre aussi qui va arriver, c'est celui de Bach, avec la première audition de l'œuvre. Alors l'œuvre en question, je ne me rappelle plus, mais c'est Mendelssohn qui va ressusciter, si on peut dire, l'œuvre de Bach pendant l'époque romantique. Et ça va être également donc une génération romantique précédente, celle de 1810. Je parle de Weber, je parle de Schubert, j'ai parlé de Mendelssohn aussi, qui va servir de référence à tous les compositeurs du 19e siècle. Weber, par exemple, va être considéré comme le père fondateur de l'opéra romantique allemand. Et on va également rechercher dans l'identité germanique, dans l'identité plus ancienne germanique, le fond d'histoire, le fond de légende dont on a besoin pour forger le nouveau pays qui va arriver. Et c'est ce que nous allons écouter maintenant avec une œuvre de Wagner. Quand on parle de musique romantique et d'Allemagne, on pense forcément à Wagner, avec son ouverture de l'opéra Tannhäuser qui fait référence au vieux fond Minnesänger, comprenez ménestrel, allemand moyenâgeux du XIIIe siècle. Un petit mot pour les connaisseurs, vous aurez reconnu donc évidemment cette ouverture de Tannhäuser qui est archi connue, mais vous aurez reconnu l'écriture de départ, le début de cette ouverture commence comment? Commence par 4 voix qui évoluent de façon parfaitement homorhythmique, c'est-à-dire qu'elles jouent toutes les notes en même temps. Et ça, en musique, on appelle ça l'écriture chorale. Chorale, pourquoi? Parce que ça renvoie à celui qui a inventé ou qui a initié le choral dans la musique germanique, et c'est Luther. Évidemment, référence au fond germanique, Wagner sait très bien ce qu'il fait, le coquinou. Donc, j'en ai fini avec la musique romantique, cette présentation succincte de la musique romantique. Nous nous sommes arrêtés au niveau de l'histoire en 1870. Donc, c'est une date qui est glorieuse pour l'Allemagne et funeste, de funeste mémoire pour la France. Mais quand on est au fond du seau, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Et c'est ce qui s'est passé pour nos compositeurs. Nos compositeurs vont vraiment se poser énormément de questions sur pourquoi cette défaite, qui est une défaite militaire, mais qui est aussi une défaite culturelle. Du moins, c'est perçu comme telle. Comment se fait-il que nous, qui avons un grand fond musical, nous sommes laissés submerger, si je peux dire, par cette musique germanique. Donc, nos compositeurs vont se recentrer sur eux-mêmes, vont bosser et vont initier ce que le critique d'art Bernard Gavotti
à appeler une deuxième renaissance musicale française. Ça va se faire notamment avec une société musicale que Camille Saint-Saëns notamment va contribuer à créer, qui s'appelle la Société Nationale, dont le logo est affiché en ce moment même devant votre écran. Et cette société va passer énormément de commandes aux compositeurs contemporains français, et c'est ce qui va contribuer à relancer la machine. Donc, notre école française, ou comment apporter une réponse à l'art germanique à partir de 1870. Premier mot, ou ça va être deux mots plus précisément, clarté et harmonie. Nos compositeurs aiment un discours musical clair, lié à la clarté de la langue et au plaisir de s'y référer et de la déclamer. En même temps, ça renvoie aussi au fond baroque, où on aime les choses qui sont clairement exprimées. Cette clarté s'accompagne d'une quête raffinée du son beau en lui-même, à travers de beaux enchaînements harmoniques, de beaux enchaînements d'accords entre eux. On n'opposera pas un discours clair et des recherches harmoniques sophistiquées, on les complétera, l'un n'annulera pas l'autre. L'harmonie peut être considérée comme une science. Là, de ce point de vue-là, on se place sous le patronage de Rameau. Je rappelle ce qu'avait dit Rameau, c'est l'harmonie qui nous guide. Donc là, nos compositeurs se rattachent de cette façon-là, à un certain passé français. Donc l'harmonie est une science plaisante à analyser, mais qui n'exclut pas forcément le bon plaisir du son en lui-même. On peut allier le sérieux, la science, le raffinement, l'intellectuel, et le simple plaisir du beau en lui-même. Et c'est ce que nous allons entendre avec ce très beau morceau de Ravel issu de son tambourin du Couperin qui s'appelle Forlane. Alors, plusieurs choses à propos de ce que nous venons d'entendre, outre le fait que c'est une musique absolument merveilleuse. Tout le matériau harmonique, donc, puisque nous parlons d'harmonie, dont se sert Ravel, n'est absolument pas neuf. Ce n'est que des choses qui existaient déjà bien avant lui. Le petit jeu que vont inaugurer les compositeurs français à partir du XIXe siècle, c'est comment faire du neuf avec de l'ancien. Et à ce petit jeu-là, Debussy était aussi pas mal non plus, et je pense que le premier à avoir commencé ça, c'est Fauré, et lui aussi, il n'était pas mauvais dans son genre. Deux autres petites choses à dire avant de commencer. Quand je dis qu'on se place sous le patronage de Rameau, Ravel va être plus sensible à la figure de Couperin, dont nous avons entendu un peu de musique tout à l'heure. D'où le titre Tombeau de Couperin. Mais il y a aussi une histoire particulière à cette œuvre, à l'œuvre de Ravel, le Tombeau de Couperin. Si il a voulu rendre un hommage à Couperin, il a aussi voulu rendre hommage à tous ses amis qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et chacune des pièces de cette suite, puisque c'est une suite dont il s'agit, est dédiée à un ami de Ravel mort au combat. Avançons. Deuxième mot à propos de la musique française d'après 1870. Ce mot va être passé. Passé au pluriel. Car évidemment, si on se recentre sur notre propre histoire, on se recentre sur notre propre passé, cela va sans dire. Et nos compositeurs vont essayer de porter un regard nouveau sur un autre regard sur notre passé musical français. Ils vont chercher à le réhabiliter. Les danses et les formes d'autrefois vont
être remise au goût du jour. On va recommencer à composer des suites, comme le tombeau de Couperin par exemple. On va redécouvrir des folklores locaux, par exemple. Ça va être le travail notamment de Charles Borde ou plus tard, au XXe siècle, de Canteloube. La volonté de pacifier nos passés, nos influences, nos propres influences, et chaque compositeur va utiliser sa propre patte sonore pour arriver à cela. Un exemple, au tout début, vous avez entendu du clavecin. Eh bien, le clavecin va revenir un petit peu au goût du jour dans ce fin 19e, début 20e siècle français. Et quoi de mieux que le clavecin pour évoquer à nos oreilles le passé musical, car je rappelle que le clavecin est un instrument d'ancien régime qui a été supplanté par le piano, qui est un instrument qui a commencé, même si ça commençait avant, mais qui a vraiment pris son essor après la Révolution. Et c'est un instrument qu'on qualifierait plutôt de bourgeois. Même si, cela dit, les deux ne relèvent pas du tout du même mécanisme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, fin 19e, début 20e siècle, le clavecin est remis au goût du jour. On va écouter pour ce faire un concerto pour clavecin et orchestre, dit concerto champêtre, composé par Francis Poulenc. Le mot suivant complète celui que je viens d'énoncer, de développer devant vous. Ce mot va être l'ailleurs. Car si nos compositeurs se sont recentrés sur leur passé historique, ça ne les a pas empêchés d'explorer d'autres mondes sonores. Et c'est en ça qu'on peut parler d'un regard français sur l'autre, sur celui qui n'est pas moi et qui pourtant fait de la musique. On peut même parler de fascination pour bon nombre de peuplades musicales qui ont côtoyé nos compositeurs, accompagnés la plupart du temps par un profond respect. Vous avez par exemple l'Espagne. L'Espagne, pour nos compositeurs, ça a été un ailleurs qui n'était pas si loin que ça et qui évoquait beaucoup de choses. On pense tout de suite à Carmen, notamment, mais beaucoup d'autres compositeurs sur plein d'œuvres ont également évoqué cette Espagne. Et d'ailleurs, il y avait des liens qui étaient tellement forts que beaucoup de compositeurs espagnols sont allés étudier à Paris la musique. On pourrait aussi parler de la Russie, la thématique russe. On pourrait parler du jazz des États-Unis avec Ravel et rappeler aussi que une grande professeure comme Nadia Boulanger a formé toute une grande partie de l'élite musicale américaine des années 50. Et on va évoquer cet ailleurs, nous, avec Debussy, le regard de Debussy sur un ailleurs qui l'a toujours fasciné, qui était l'ailleurs asiatique, qu'il a découvert pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Et nous allons écouter la pièce qui s'intitule Pagode pour piano.
Dernier mot pour illustrer ma petite présentation de l'école française à partir de 1870, mais qui va également clore tout mon propos que j'ai partagé avec vous durant bientôt 1 heure. Ce n'est pas le mot le moins important, puisqu'il s'agit du mot religion. Que ce soit par la pratique affichée du culte catholique, César Franck, Vincent d'Indy par exemple, ou d'un simple respect de celui-ci, nos compositeurs vont porter un regard sur le culte, on pourrait dire, de leurs ancêtres. C'est un hommage au passé spirituel du pays. Bon nombre de nos compositeurs de cette époque seront également organistes, donc ils vont officier régulièrement pour le culte. On pense notamment à Saint-Saëns et à Fauré, et ce, même si Saint-Saëns a déclaré qu'il ne croyait pas. Ceux qui ne croient tout simplement pas ou qui ne participent pas au culte n'auront pas de déplaisir à se plonger dans la facture grégorienne, dans la musique du Moyen-Âge, dans les polyphonies de la Renaissance, dans les musiques à la façon Palestrina, par exemple. Je pense à Debussy, entre autres. C'est avec ce matériau-là qu'ils vont chercher de nouvelles façons de composer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec on recycle du vieux pour faire du neuf. C'est un des foyers dans lequel nos compositeurs puisaient pour renouveler leurs matériaux de composition était en lien évidemment avec la religion. On peut parler d'intérêt culturel à minima pour la musique liturgique. Et c'est ce que nous allons entendre avec une pièce de jeunesse écrite par Gabriel Fauré. On est dans les années 1850-1860, donc c'est un petit peu antérieur avant notre période, mais ça marche quand même. Nous allons écouter une de ses pièces les plus connues, Le Cantique de Jean Racine, qui montre un rapport personnel avec la religion, mais un rapport quand même. Et en même temps, je trouve que cette œuvre a la vertu d'être très synthétique et elle montre bien la synthèse d'à peu près tout ce que je vous ai exposé depuis maintenant 1 heure. On l'écoute en entier, le cantique de Jean Racine.
Eh bien, chers amis, c'est sur ces quelques belles notes de musique que je vais finir mon propos. J'espère que vous aurez appris des choses, réappris des choses et complété votre écoute, nourri votre écoute d'une manière, je l'espère, nouvelle pour vous et que vous aurez encore plus de plaisir à explorer notre beau patrimoine musical. Je vous donne rendez-vous bientôt pour explorer cette fois-ci un peu plus en détail avec un autre angle d'attaque, notre répertoire musical français qui d'après 1870 jusqu'à nos jours. Chers amis du cercle, je vous remercie de m'avoir écouté.